Bonjour et bienvenue avec nous pendant ces 2 jours. Nous sommes ici au MOCA pour la conférence pendant 2 jours qui a lieu sur l'adaptation au changement climatique. Et vous êtes avec nous, Pauline Noirot, puisque vous êtes la marraine de la conférence et notre plus belle égérie engagée, réunionnaise en tout cas. Est-ce que ça vous fait plaisir de parler de ce thème ici avec nous? Ah oui, je suis très contente d'être là. En tout cas, vous faites partie de nos invités et on va en parler pour cette émission spéciale avec tous les acteurs des réseaux nationaux et internationaux. Vous êtes les bienvenus pour cette émission. Pour commencer cette émission spéciale sur l'adaptation au changement climatique, j'ai la chance d'accueillir 2 invités prestigieux. Monsieur Didier Robert, vous êtes le président de la région Réunion, merci d'être ici. Et vous, Natalia Vera, vous êtes la coordinatrice et la secrétaire générale de Energy for SD. Merci à tous les 2 d'avoir accepté notre invitation. Alors pour représenter Energy for SD, on sait que c'est un réseau mondial qui compte quand même aujourd'hui plus de 50 membres sur 30 pays et 4 continents donc, et qui agit dans plusieurs domaines. Sur le changement climatique, également sur la biodiversité et le développement durable. Beaucoup de changements actuellement sur notre planète. Natalia Vera, est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment urgence à agir? Oui, vraiment, il faut agir. C'est quelque chose d'urgent. Et je pense que l'exemple des gouvernements régionaux, c'est vraiment un modèle pour des autres niveaux de gouvernement. Et tout à fait, les gouvernements régionaux, ils ont les compétences, quelquefois beaucoup de compétences, donc c'est plus facile d'agir sur les problèmes, sur les terrains. Et aussi, ils sont placés dans une position vraiment clé parce qu'ils sont à moitié le gouvernement local et le gouvernement national. Donc, ils assurent l'intégration de la politique, l'intégration verticale des objectifs internationaux. Et aussi, ils sont plus proches aux citoyens et plus proches aux problèmes qu'on souffre dans les terrains. Donc, ça veut dire qu'ils doivent vraiment agir et avec urgence, mais aussi avec courage. Quelquefois, les gouvernements régionaux prennent des politiques plus ambitieuses que celles-ci du niveau national à cause de cette pression de leurs citoyens et de cette pression de voir les choses qui succèdent sur le terrain. C'est ça. Donc clairement, il faut porter leur voix justement plus fort. Ça tombe très très bien puisque cette conférence sur bien sûr l'adaptation au changement climatique a lieu ici à La Réunion, Monsieur le Président. Pourquoi avoir accueilli justement cette conférence ici? C'est un choix délibéré. Ça fait partie des actions que nous menons depuis plusieurs années maintenant à La Réunion. C'est de faire en sorte que non seulement il y ait une politique locale qui soit engagée, donc sur ce que j'appelle moi la notion du moindre impact environnemental, comment faire pour concilier économie et écologie, comment faire pour être le plus vertueux possible dans les actions publiques que nous menons, aussi bien en ce qui concerne les grands investissements, les grands chantiers, mais sur des sujets beaucoup plus intéressants comme les énergies nouvelles ou comme la biodiversité. Donc une fois que nous mettons ça en œuvre, comment partager ce que nous faisons et puis comment apprendre des autres. Et donc pour cela, nous avons fait le choix depuis quelques années maintenant d'intégrer un certain nombre de réseaux internationaux et nous sommes très heureux donc d'appartenir au réseau d'Energy for SD qui donc est un réseau très important au niveau mondial aujourd'hui et qui met justement des responsables régionaux en réseau pour pouvoir travailler ensemble, partager leurs expériences. Et cette conférence ici a d'abord été donc l'Assemblée générale, la 15e Assemblée générale donc d'Energy for SD, donc un moment très important pour notre organisation. Et nous avons souhaité donc dans le mouvement, si je puis dire ainsi, donc prolonger avec cette conférence internationale sur le climat. Nous accueillons donc cette fois des amis qui viennent des différentes îles de l'océan Indien, mais également du monde entier, d'Europe, d'Amérique du Sud, d'Asie également. L'objectif, c'est encore une fois de mettre en avant ce que la Réunion essaie de faire aujourd'hui, essaie d'apporter donc, dans le cadre de sa contribution mondiale, et puis de tirer la sonnette d'alerte. De tirer la sonnette d'alarme en disant aux grands pays, aux grands décideurs, que vous prenez des responsabilités, vous avez des responsabilités, que vous avez signé des documents au moment de la COP21, que cela fait 20 ans, 30 ans que vous êtes en train de vous engager et que nous ne voyons pas toujours les vrais résultats de ce qu'il faudrait faire. Donc il est temps, il est plus qu'urgent que vous preniez vraiment les décisions qui sont adaptées à la situation et à la réalité. Parce que nous, ici, dans nos îles, c'est vrai pour toutes les régions, mais dans nos îles, peut-être que nous mesurons encore plus facilement l'impact et la dégradation de la situation. Lorsque j'étais enfant, j'allais sur les plages de l'Ouest. Donc, quand j'y vais aujourd'hui, ce n'est plus du tout la même configuration. On voit bien que tout a changé. On voit bien que nous avons perdu donc plusieurs mètres de plage. Donc, il y a vraiment, c'est à l'échelle d'une vie qu'on arrive à mesurer cela aujourd'hui.
Donc ce n'est pas demain qu'il faut agir, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est dès maintenant. Alors justement, pour prendre bien en considération ces changements climatiques dont on parle, et justement dans la zone océan Indien, je vous propose d'écouter François Bonardo. Il est le responsable du service études et climatologie de Météo France pour l'océan Indien. Regardez son interview. Sur les cyclones, même à l'échelle mondiale, il n'y a pas un consensus pour dire qu'il y aura une augmentation du nombre de cyclones. On a par contre, semble-t-il, un consensus sur les quantités de pluie générées par les cyclones dans le futur, liées à l'augmentation de la température de surface des océans, qui apportera plus d'énergie, plus d'humidité précipitable. Les scientifiques s'accordent là-dessus, sur le fait qu'on pourrait avoir 10 à 20% de pluie d'ici la fin du siècle associée aux phénomènes cycloniques sur l'ensemble du globe. Si vous rajoutez 20% de plus à des pluies générées par un cyclone comme Gamète, par exemple, qui était déjà dévastateur, je pense que oui, c'est énorme en termes de volume. On s'appuie sur une période de presque 50 ans et on montre bien qu'on observe bien une augmentation des températures de l'ordre de presque 1 degré depuis 50 ans, donc en gros 0,15 degrés par décennie. Selon les scénarios socio-économiques, si on prend le scénario actuel, et puis qui est le plus pessimiste, on peut s'attendre à des augmentations de température d'ici la fin du siècle de l'ordre de 2 à 3 degrés en plus pour la Réunion. Déjà l'incidence sur le confort des gens, la climatisation, et puis des incidences probablement sur l'environnement naturel, donc sur la biodiversité, j'imagine, sur le lagon, enfin voilà, toutes ces choses qui sont très sensibles au climat. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le système climatique, en fait, c'est un système couplé entre l'océan et l'atmosphère. Et les deux systèmes, océan et atmosphère, interagissent. Donc si vous modifiez par exemple la température, donc la thermodynamique, la température de surface de l'océan, vous allez avoir des impacts sur la circulation générale qu'on connaît actuellement, qui peut être modifiée par ces changements au niveau de l'océan. Et lorsque vous modifiez la circulation générale, vous pouvez modifier des phénomènes à l'échelle régionale, par exemple des conditions favorables pour créer du cyclone, ou inversement, vous pouvez créer des conditions atmosphériques qui seront plus défavorables. C'est pour ça qu'on a des grosses incertitudes sur l'évolution de la fréquence des cyclones sur l'océan Indien. On observe une baisse de la pluviométrie assez sensible sur la partie sud-ouest de l'île, plus proche du littoral. Par contre, donc, si on s'intéresse uniquement à la saison des pluies, ça devient beaucoup moins net. Donc cette baisse serait plutôt portée sur la saison d'hiver austral, appelée déjà saison sèche. Par contre, si on regarde les projections climatiques qui sont disponibles, il semblerait qu'il y ait un consensus des modèles pour prévoir plutôt une diminution des précipitations sur la partie sud de notre région, donc la partie subtropicale, qui vont des Mascareignes jusqu'au sud de Madagascar et Mozambique, pendant la période sèche, c'est-à-dire l'hiver austral. 3 grands points donc cités par M. Bonardo. 1 degré d'augmentation des températures, des océans donc, qui se réchauffent. Pour la Réunion, c'est quand même très important. C'est près de 90% de la chaleur de la Terre qui est absorbée par les océans. Donc nos coraux blanchissent par exemple à la Réunion. On va en parler, M. Didier Robert. Il parle également de la pluviométrie qui descend. Dans l'ouest de notre île, ça va être très très impacté. Et puis également les alizés comme ça qui vont se renforcer sur nos côtes. Alors clairement, c'est à vous que je m'adresse, M. le Président. Comment est-ce qu'on prend en compte ces nouvelles données du changement climatique et qu'est-ce qu'on peut faire pour déjà lutter contre ces prévisions qui semblent très alarmistes? On ne peut prendre ces éléments qu'avec beaucoup d'inquiétude. Beaucoup d'inquiétude parce que, l'exemple tout à l'heure des phénomènes d'érosion, mais on va beaucoup plus loin, donc avec le réchauffement globalement des eaux, avec des mouvements cycloniques qui ont énormément changé dans la zone. Vous avez les Seychelles qui ne connaissaient pas de phénomène cyclonique, ou quasiment jamais connu de phénomène cyclonique, et il y a 2 ans ou 3 ans de cela, ont dû essuyer, donc les îles du sud des Seychelles ont essuyé donc, un cyclone assez dévastateur. Les saisons ont également été modifiées donc, par rapport au cyclone, et Madagascar est frappé de plein fouet, Rodrigue l'a été il y a quelques temps, et donc nous sommes effectivement sur un moment d'inquiétude par rapport à tous ces phénomènes qui vont venir complètement bouleverser tout cela. Alors il ne s'agit pas d'être inquiet et de ne rien faire et de se calfeutrer. L'objectif, c'est bien évidemment d'être dans l'action, c'est bien évidemment d'apporter un certain nombre de solutions. Et donc nous essayons effectivement pour chacun d'entre nous d'être à la fois sur du court terme et sur du moyen long terme. Donc sur le moyen long terme, ce sont toutes les politiques que nous menons en faveur
faveur de, donc en ce qui concerne les énergies renouvelables. Donc comment amener à ce que nous puissions progressivement effacer la facture carbone, la facture fossile, charbon, pétrole pour la Réunion. Et puis sur le court terme, c'est peut-être une sensibilisation de la population, d'abord une information en direction de la population pour leur dire voilà, les choses peuvent évoluer, les choses peuvent se dégrader très vite, donc il faut cette prise en compte et cette prise en considération par chaque citoyen, et donc et ensuite des actions citoyennes également qui doivent être portées avec les acteurs réunionnais. C'est ce que nous faisons pour faire en sorte que nous puissions avoir une politique par exemple de replantation, donc de reforestation. Donc il y a partout avec les lycéens à La Réunion des actions que nous menons pour replanter, reforester, donc être certain que nous essayons progressivement d'amener les éléments qui permettent de gommer une partie donc, des erreurs du passé qui ont pu être commises. On sent que c'est quand même très très important. Nous accueillons sur ce plateau un troisième invité, Moustapha Mbaye, bonjour. Vous êtes le président du conseil départemental de Saint-Louis au Sénégal et je suis ravie de vous accueillir sur ce plateau pour parler des changements climatiques. Car on le sait, à l'horizon 2050, et c'est déjà le cas dès maintenant, l'Afrique subsaharienne mais également l'Asie du Sud seront touchées de plein fouet. De votre côté, je sais que vous avez des exemples très précis à citer sur ce qui arrive à la population de Saint-Louis par rapport au changement climatique. Est-ce qu'on peut en parler justement ? Oui, avec plaisir. Je vous remercie d'abord. Je voulais remercier le président pour son invitation et l'accueil exceptionnel qui nous a été réservé, mais surtout vous remercier pour l'occasion que vous nous donnez de pouvoir nous exprimer ici. Saint-Louis, évidemment, est confronté à une double menace et qui tient à sa situation géographique. Nous sommes au sud de la Mauritanie, donc aux confins du désert saharien. Et nous avons également 70 km de côte maritime. Et nous sommes également confrontés, donc le péril de l'eau et le péril du désert à la fois, sur une surface qui fait moins de 1000 km². Alors, ça, il y a des menaces d'inondation, pas seulement des menaces, parce que, disons, la nature est déjà passée à l'acte, parce qu'en 2003, Saint-Louis a failli disparaître. En une nuit, il fallait trouver des solutions d'urgence, creuser un tunnel, pour relier la mer, pour évacuer l'eau du fleuve, le surcroît d'eau du fleuve vers la mer. C'est un canal qui faisait 4 mètres. Aujourd'hui, il fait plus de 4 km. Ouais. Vous voyez, ça entraîne évidemment quoi? Une importante salinisation des terres. Donc c'est compliqué pour l'agriculture, du coup. Pour l'agriculture, évidemment. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent avec des terres impossibles à exploiter. Et évidemment, qui pensent nécessairement à trouver d'autres voies, parmi lesquelles l'émigration. Il y a également le désert qui avance à grands pas. Et là également, il faut faire des efforts pour pouvoir le stopper. Voilà donc les deux contraintes auxquelles nous sommes confrontés, étant entendu qu'il y a également une contrainte démographique, puisque nous avons près de 350 000 habitants sur moins de 1000 km². Donc, un ratio, une densité de 350 habitants au kilomètre carré. Donc, une pression importante. Des terres qui sont en voie de disparition, compte tenu de la salinisation, compte tenu des inondations, de la montée des eaux, etc. Disons, Saint-Louis, c'est la capitale, le cœur de la ville, c'est une île. Et c'est une île qui est en train de vivre ce que les grandes îles vivent, mais en accéléré. Puisque ici, vous avez, je crois, 2500 km². L'île fait 3 km sur 1. C'est le cœur historique de la ville. Donc, ce que vous avez vécu, vous, dans les îles, nous le vivons en accéléré. Et par conséquent, on n'aura pas besoin d'attendre 50 ans pour mesurer les dégâts. C'est déjà présent. C'est déjà présent. Voilà, donc voilà à quoi nous sommes confrontés présentement. Alors quand on entend des témoignages comme celui de M. Mbaye, évidemment, on comprend clairement que l'urgence est partout et que dans le continent africain, ce n'est pas que le continent africain, mais toute la planète concernée, puisque ces migrations concerneront évidemment le monde entier. Le rôle précis de Energy4SD, Natalia Vera, justement, à l'échelle mondiale, comment est-ce que ce réseau s'implique pour résoudre des problématiques telles que celles que vient de nous expliquer M. Mbaye? Oui, bien sûr. Nous essayons de porter la visibilité et la voix du gouvernement régional dans le cadre de négociations internationales. Et dans ce sens, après 15 années de travail, comme Monsieur le Président a bien dit avant, et maintenant nous sommes 15 années, c'est notre 15 anniversaire. Donc après 15 années de travail, ce qu'on a réussi à faire, c'est d'avoir une accréditation et une reconnaissance en tant qu'observateur dans le cadre de différents agences des Nations Unies. Donc la Convention 4 des Nations Unies pour le changement climatique,
aussi la Convention pour la biodiversité et aussi les groupes majeurs de UNDESA, ça a à voir avec les objectifs de développement durable et est aussi avec les programmes de l'environnement des Nations Unies. Donc là-bas, nous avons une position privilégiée pour porter la voix de nos membres, ça veut dire les gouvernements régionaux. Alors c'est très important pendant cette conférence que Energy4SD et d'autres acteurs présents, des réseaux nationaux et internationaux soient présents. Justement, Didier Robert, quels sont les temps forts de ces 2 jours de congrès? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui va être porté comme voix, à l'instar de ce que vient de nous expliquer Natalia Vera? Alors, je faisais référence donc, au début de cette interview sur le fait qu'il y a eu d'abord cette Assemblée Générale d'Energy4SD, qui est un moment très fort dans le cadre de cette conférence globale, puisque, effectivement, Natalia le rappelait, c'est en même temps le 15e anniversaire, et c'est donc la démonstration du travail important qui a été accompli, mais aussi de la nécessité de continuer à poursuivre ce travail. Nous avons besoin qu'il y ait d'autres régions, d'autres membres qui puissent nous rejoindre. Nous évoquions hier la nécessité d'avoir davantage de régions d'Asie notamment qui puissent elles aussi être partie prenante donc à ce débat, à ces discussions. Donc ça a été le premier moment, le premier temps fort. Aujourd'hui donc il y a eu différentes séquences, différentes sessions qui ont été ouvertes, donc qui ont permis d'aborder différentes thématiques, mais la thématique centrale finalement que nous avons voulu poser dans le cadre de cette conférence, c'est effectivement la participation des îles, la place des îles. Qu'est-ce que nous pouvons apporter, qu'est-ce qui a été apporté, et quelles sont effectivement les craintes, les inquiétudes, comme nous l'évoquions précédemment, qui ont été évoquées. Et puis au sortir de cette conférence, donc parmi les actions concrètes que nous souhaitons poser, c'est notamment donc partager une déclaration de l'ensemble des membres pour pouvoir effectivement continuer à porter la voix des régions, la voix des îles, donc au moment de la COP23 qui se tiendra donc sous l'égide des Fidji, qui se tiendra à Bonn en Allemagne. Donc il y a un vrai travail encore de communication, d'information qu'il va falloir faire, parce que entre nous, on va presque dire que nous arrivons aujourd'hui à un moment où nous partageons, il y a un vrai consensus, il y a une vraie prise en compte et une vraie volonté d'action, mais nous avons besoin de mobiliser davantage de moyens. Et sur les moyens, il faut impérativement que les grands États, que ceux qui sont les grands contributeurs puissent apporter effectivement les moyens nécessaires pour que nous puissions agir et agir mieux partout dans le monde, mais en particulier pour les régions les plus pauvres. Mais en tout cas, vous nous confirmez tous les trois que cette conférence est un petit peu une force de proposition pour la prochaine COP23 qui aura lieu, je vous rappelle, du 6 au 17 novembre en Allemagne à Bonn. C'est important. Merci à tous les trois de nous avoir éclairés sur ô combien il est urgent d'agir sur notre monde. Je vous souhaite un très très bon séjour, en tout cas sur notre île, Monsieur Mbaye et Madame Vera. Et puis on va accueillir dans un court instant Pauline Noireau, qui est notre égérie engagée. On va vous d'abord poser cette question à vous, réunionnais dans la rue. Comment est-ce que vous vous engagez au quotidien? Quelle est pour vous l'importance de s'engager pour notre planète? Est-ce que cela vous concerne? Regardez. Tous les années, pourtant, la température, ça monte. Là, il y a 4 minutes toutes, tu vois. Ah, on ne connaît pas ce qui va se passer, on ne sait pas, depuis... ça chauffe. Hein. Oui, ça je l'ai remarqué, qu'il fait beaucoup très chaud. J'évite de mettre la clim parce que ça consomme trop d'électricité. Déjà, favoriser les transports en commun, c'est important, oui. Pour moi, au sud de l'Espagne, c'est vrai que les étés ont changé, les températures aussi, mais vraiment ce qu'on peut faire, toute la chose de la pollution et tout ça, ici, presque tout le monde a une voiture par personne. Et je crois qu'il faut utiliser un peu plus les transports en commun, mais je comprends que ce n'est pas facile. Mais bon, il y a beaucoup d'embouteillages, beaucoup de pollution ici à La Réunion. Ouais. Comment de empêche le réchauffement? Comment ça, ça donne les alas de mon gagne empêche ça? Peut-être qu'on a trop l'auto aussi. Nous les malheureux, les gens disent nous les malheureux, c'est moi qui avons rompé l'auto. Parce que la situation actuelle est le résultat d'années et d'années de laisser aller. Il y a aussi un phénomène naturel qui ne dépend pas de nous. Nous, on peut faire qu'accentuer le phénomène, mais ça ne dépend pas de nous. Mais c'est vrai que partout on entend dire l'éolien, le solaire, mais on sait très bien que de toute façon, ces sources d'énergie n'arriveront jamais à égaler le niveau de production des grosses installations, style centrales thermiques. Et comme nous, on est concernés en métropole, les centrales nucléaires. C'est un problème pour le futur qu'il va falloir trancher. Quand j'avais 20 ans, j'ai commencé à travailler. Dans les bureaux, il faisait chaud. Maintenant, aux enfants, il faut leur donner un climatiseur. Longtemps, il n'y avait pas tout ça.
Moi, j'ai grandi sans voiture. Hein. Effectivement, hein, beaucoup de changements, les choses ont évolué, ça c'est clair, comme vient de nous le dire ce monsieur. Monsieur le Président, qu'en pensez-vous déjà de ces témoignages? Et puis comment est-ce qu'on donne, selon vous, envie aux Réunionnais et aux Réunionnaises de s'engager, clairement de se sentir concernés par ce problème du changement climatique? Si on s'en tient aux témoignages qui ont été posés, donc, on voit bien qu'il y a une vraie sensibilisation, que les gens se sentent concernés, que les gens comprennent très bien, que la population comprend très bien ce qui se passe et donc les conséquences des actes qui ont été posés par les uns et par les autres. Ce qu'il manque aujourd'hui pour aller droit au but, ce sont effectivement des moyens. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent qu'il faut qu'il y ait une taxe au niveau international qui puisse effectivement permettre d'avoir des moyens supplémentaires pour pouvoir poser très rapidement des solutions. Donc les acteurs privés aujourd'hui, et vous avez sur votre plateau donc le président d'Acuo Énergie, donc ça fait partie des gens qui ont été capables d'innover, qui ont été capables d'apporter des solutions. Et si l'on voulait véritablement mettre en œuvre très rapidement ces solutions, donc on apporterait, j'allais presque dire immédiatement, donc une réponse à tous ceux qui sont dans l'inquiétude par rapport à ce qui se passe. En tout cas, nous avons effectivement, vous l'avez souligné, deux nouveaux invités sur notre plateau. Pauline Waraud, vous êtes la marraine de cette conférence, mais également notre plus belle égérie engagée réunionnaise. Et puis nous avons également monsieur Eric Scotto, vous êtes le président d'Acuo Énergie. Vous êtes tous les deux les bienvenus sur ce plateau pour parler des adaptations au changement climatique. Je m'adresse d'abord à vous, Pauline. Alors, vous représentez l'impératrice Aloy dans la dernière production de Luc Besson, Valérian ou la Cité des mille planètes, pardon. Moi, je me dis que forcément, avec un tel rôle que vous avez joué, les valeurs de cette conférence forcément vous parlent. La protection de notre planète, je suppose que c'est quelque chose qui est important pour vous? Oui, c'est vrai que le rôle que j'ai joué dans le film était un très beau rôle. Aloy fait partie d'une planète magnifique et carrément idéale, en fait. Cette planète a été détruite et voilà, de jouer un personnage qui est atteint par tout ça, c'était vraiment fort pour moi et le réchauffement climatique est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Donc je suis vraiment très heureuse d'être ici aujourd'hui et de pouvoir participer à cette conférence, de pouvoir parler, de pouvoir faire ma part. Alors vous êtes parti bien évidemment pour ce film aux États-Unis. Vous avez vu des choses, vous avez vécu également un quotidien qui vous a marqué. Par rapport à ce que vous avez observé là-bas, qu'est-ce qui vous a le plus choqué en fait? C'est vrai que le niveau de vie aux États-Unis est vraiment différent de celui de la France et surtout de celui de la Réunion. Ça fait 5 ans maintenant que j'habite là-bas. Ces dernières semaines, il y a eu les ouragans qui ont touché les Caraïbes, l'île Saint-Martin, Puerto Rico, et j'ai des amis qui viennent de là-bas, donc j'ai vu tout ce qui a été mis en place. Certains d'entre eux ont voyagé là-bas et c'est vraiment compliqué pour ces îles. Je pense qu'il y a beaucoup de solutions et de choses à faire là-bas. Mais par rapport au niveau de vie aux États-Unis, c'est vrai qu'en 5 ans, j'ai vraiment dû m'adapter parce qu'à La Réunion, on a vraiment la chance de pouvoir avoir que tout soit produit sur l'île, qu'on puisse avoir du bio, qu'on puisse aller au marché, qu'on puisse avoir des poulets élevés en plein air. Enfin, c'est des petites choses, mais c'est vrai que... C'est très important, en fait. Voilà. Et alors, du coup, en tant que exactement. Réunionnaise, vous qui avez grandi avec ces valeurs dont vous parliez à l'instant même, pour manger local, faire attention à la façon dont on consomme et on produit, est-ce que vous portez ces valeurs quand vous êtes à l'étranger, justement? Est-ce que vous expliquez comment est-ce qu'on vit sur notre île à des personnes comme ceux que vous avez rencontrés aux États-Unis? Oui, je parle très très souvent de La Réunion parce que je pense que c'est en partant de La Réunion qu'on se rend compte à quel point on a de la chance en fait. Et c'est vrai que je vends La Réunion presque tous les jours à tout le monde. Ça tombe bien, vous êtes une bonne ambassadrice. et c'est tellement pas forcé, c'est juste naturel et c'est incroyable en fait de venir à cette conférence et de voir, parce que j'étais pas au courant de toutes ces innovations et j'en apprends tous les jours et c'est vraiment avec plaisir. Bah ça tombe bien, vous m'offrez une transition parfaite, Pauline, merci, puisqu'à vos côtés, vous avez Eric Scotto, qui bien sûr, avec Acuo Énergie, vous le savez, vous financez, vous exploitez, vous produisez des solutions innovantes dans l'énergie. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ces actions qui sont complètement innovantes pour La Réunion et pour le reste du monde? Je suis tellement content d'entendre ce que je viens d'entendre à ma droite. Ah oui, ça c'est sûr. Parce que ça fait tellement d'années qu'on se bat pour ça. Et je suis super heureux de revenir à la source. Parce qu'en fait, innovation, c'est un mot réunionnais, notamment en matière de transition énergétique. Parce qu'en fait, souvent, et je pense que les Réunionnais, souvent, n'ont pas conscience
De la chance que nous avons. De la chance que vous avez et de ce qui se passe réellement, de l'énergie et du mouvement qui a démarré dans cette île il y a une quinzaine d'années en matière de transition énergétique. Et donc, c'est un plaisir chaque année de revenir au moins une fois par an pour leur rappeler combien il fait bon vivre chez nous et leur expliquer qu'en fait, toutes ces innovations qu'on a portées ici, puisqu'on a fait d'inconvénients, notamment le manque d'espace, la croissance démographique qui est une réalité, et potentiellement, forcément, il faut bien loger les gens, donc aussi la prédation foncière parfois par l'immobilier, mais qui est aussi un petit peu nécessaire. Lorsqu'on est arrivé avec les énergies renouvelables, on n'allait pas en rajouter une couche. Et donc l'innovation qu'on a créée avec les Réunionnais, ça a été ce système d'agri-énergie où on partage l'espace entre la production d'énergie renouvelable et l'agriculture. Et il y a quelques années, vous avez été héros du film Demain. Le film Demain a compté aussi. La Réunion est un des acteurs clés du film Demain, donc avec le lancement de la permaculture. Donc, ce que l'on a fait ici, c'est-à-dire prendre conscience qu'en fait, au sein d'un territoire, on a énergéticien une responsabilité qui va au-delà en fait de simplement produire de l'énergie, mais aussi de contribuer à l'aménagement de ce territoire. Et en fait, toutes les expériences qui se sont passées à La Réunion, comme le stockage. Tout le monde aujourd'hui parle de stockage dans le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que le stockage d'énergie, lorsqu'il y a 5-6 ans, vous nous faites confiance à La Réunion pour lancer ce projet, c'est le plus grand projet de stockage d'énergie solaire au monde. C'est énorme. Lorsqu'on a lancé ce projet dans la prison, oui, tout le monde n'était pas très à l'aise avec ce que nous étions en train de faire. Mais pourquoi pas aussi rajouter une couche sociale et ce travail de réinsertion qu'on a fait dans la prison du Port, avec les succès qu'on a aujourd'hui, tous ces anciens détenus qui travaillent vers des métiers d'avenir comme le maraîchage bio. Tout ça, c'est des expériences qui ont démarré à La Réunion. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On est en train d'installer la même chose dans le Pacifique, jusqu'en Nouvelle-Calédonie. J'étais la semaine dernière... C'est un modèle qui s'expand, en fait. Absolument. J'étais avec Alexis Tsipras la semaine dernière, qui découvrait, en fait, la brochure sur La Réunion, qui se disait « Mais pourquoi moi, j'ai pas ça sur mes îles en Grèce ?» Dans les Caraïbes, ce qui vient de se passer à Saint-Martin. Donc, tout ce qui est né ici en termes d'innovation est en train de faire école. Et c'est un véritable modèle de la transition énergétique que nous sommes en train de déployer parce que les Réunionnais nous ont fait confiance. Eh bien voilà un discours qui est très plaisant à entendre, en tout cas d'entendre que La Réunion est un modèle pour le monde. On a quelques images évidemment de cette solution innovante dont vous nous parlez, le photovoltaïque installé à l'étang salé. On regarde ces images et je remercie, avant de lancer ce sujet, Monsieur le Président d'avoir été sur ce plateau et de nous avoir expliqué justement tous les temps forts de cette conférence sur le changement climatique. Merci. Alors ce site est un site assez exceptionnel, c'est un des nombreux sites d'agri-énergie sur l'île de La Réunion. Donc comme vous savez, c'est un concept qu'on a lancé il y a une dizaine d'années à La Réunion. L'idée était de ne pas avoir une prédation des terres agricoles avec le photovoltaïque et donc de marier ces deux activités, c'est-à-dire production d'énergie renouvelable et agriculture sur une même parcelle. Donc ici vous êtes dans un des grands sites du groupe qui s'appelle les Cèdres, où on a marié la production d'énergie, le stockage de cette énergie, puisque non seulement on produit de l'énergie solaire, une énergie renouvelable, mais on la stocke. Derrière, là-bas, vous avez des batteries. Et en dessous de ces ombrières, nous faisons pousser des légumes bio. Donc ça fait 3 ans qu'on prépare ce terrain pour qu'il soit complètement en agriculture biologique. Ici, c'est 13 500 foyers. Donc on peut dire que toute la ville de l'étang salé, grâce à ce parc photovoltaïque, est alimentée par ce projet. Aujourd'hui, ACCIO a toujours innové à La Réunion. C'est un peu notre showroom. Tout ce que vous voyez ici, on l'a aujourd'hui exporté jusqu'en Indonésie, jusque dans le Pacifique. On construit en ce moment en Nouvelle-Calédonie. Mais on était venu aussi pour une nouvelle importante, c'est-à-dire qu'on a décidé d'ouvrir l'investissement, de permettre aux Réunionnais d'épargner en fait dans ce type d'ouvrage. Il n'y a pas de raison que lorsque nous construisons au sein même de ces territoires, les Réunionnais eux-mêmes ne puissent pas soutenir l'emploi, soutenir les énergies renouvelables et bénéficier avec leur épargne de revenus dû au fait qu'ils soutiennent cette activité. Donc on a ouvert un site internet qui s'appelle ACCIO Coop, Coop comme coopérative, et les Réunionnais peuvent placer pendant 4 ans leur épargne et avoir un revenu, un intérêt chaque année de 4%. Donc c'est vraiment donner du sens à son épargne et accompagner la transition énergétique, et c'est extrêmement concret au sein de notre île.
Des images qui font plaisir, puisqu'on voit qu'effectivement, à La Réunion, des solutions sont déjà envisagées, déjà mises même sur le terrain en place. C'est une vraie façon aussi d'engager la population dans des solutions comme celle-ci. C'est fondamental. Et d'ailleurs, il y a un site qui s'appelle Quant, qui est le moteur de recherche, un peu l'anti-Google, le site qui préserve votre vie privée, qui s'est associé à nous aussi pour promouvoir en fait ces solutions de financement participatif à La Réunion, notamment sur le premier projet qui est le site de Pierrefonds. D'accord, merci pour toutes ces explications. Sur ce plateau, nous accueillons une troisième invitée, Hélène Clarkson. Vous êtes directrice générale de Climate Group. Alors, vous travaillez à l'international avec des entreprises, des États et des régions qui sont leaders pour un monde sans émissions de gaz à effet de serre. C'est ce que vous voulez. Donc, comment vous travaillez, avec qui travaillez-vous justement pour cela, pour offrir ce meilleur monde que vous voulez donner à tous justement? Merci de m'avoir invité. Nous sommes une organisation à but non lucratif. Notre objectif est d'accélérer des actions. Nous rassemblons des réseaux, des entreprises, des instances régionales, des États régionaux pour fixer les priorités, de fixer leurs engagements et de travailler avec eux, avec ces acteurs pour apprendre les uns des autres, pour démarrer des projets. Puis, on a un système de reporting pour faire le suivi. Donc, c'est un système de la carotte et du bâton, si je puis dire. Donc, on travaille avec les grandes sociétés comme Walmart, Apple, Facebook, Google, sur l'engagement autour de 100% d'énergie renouvelable. Dans cet objectif à 100%, il n'y a pas de latitude pour se retirer. Donc, une fois qu'on est engagé, c'est comme ça. Après, on nous envoie un signal au marché comme quoi ils sont là pour acheter donc des sources d'énergie renouvelable, pour savoir qu'il y a la demande sur le marché. Donc ça permet de faire évoluer le marché. Qu'est-ce que nous faisons comme groupe? Eh bien, nous faisons en sorte de faire adhérer ces entreprises pour justement garder une dynamique. Cette année, nous avons constaté, fait un état des lieux sur la réalisation de ces objectifs. Ces objectifs, il faut les fixer. Okay. Merci pour toutes ces précisions. Alors, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu plus de la signature de ce que vous appelez Under 2 ? Quel est réellement le rôle de cette signature, justement, cette convention que vous allez signer avec plusieurs gouvernements? Nous travaillons beaucoup avec les États régionaux. Under 2, c'est quoi? C'est une initiative lancée avant les accords de Paris. Juste avant, le gouvernement de Baden-Württemberg se sont rassemblés pour se dire qu'il se passe tellement de choses au niveau de l'État, au niveau régional. Nous allons nous engager ensemble, même s'il ne se passe rien au niveau des accords de Paris. Les accords de Paris ont fait qu'il y avait un certain nombre de signataires. Il y avait 40 signataires. Et comment en faire une plateforme d'action? Actuellement, il y a 187 signataires. Ce sont des gouvernements régionaux de part et d'autre dans le monde. Il y a des villes, de grandes villes également qui sont des signataires. Et puis il y a des gouvernements nationaux. Demain, la Réunion deviendra le 188e signataire dans cette coalition, avec ces acteurs régionaux qui s'engagent, qui se mobilisent pour réduire le niveau des émissions dans les pays développés, moins développés, pour justement chercher des opportunités économiques, et on travaille avec eux pour chercher justement plus de pistes de développement, pour justement chercher les politiques, pour justement faire en sorte que une politique menée dans l'État de Minnesota aux États-Unis peut être transposable vers d'autres États. Donc il y a des groupes qui se forment, des réunions qui apprennent les uns des autres. Merci beaucoup pour cette réponse. J'espère en tous les cas que sur ce plateau, et vous en êtes peut-être témoin, Pauline, le film ne sera pas une mauvaise chose pour la Terre. Et d'ailleurs, la fin du film est très très prometteuse pour nous. Donc il est temps qu'on prenne en charge le changement climatique, que l'on prenne conscience qu'il est important que chacun s'investisse finalement en tant que citoyen. Toutes ces précisions nous font avancer vers une Green Revolution. C'est comme ça qu'on dit, je crois, en anglais, Green Revolution. Elle sera forcément en tout cas le fruit de notre collaboration commune. On le voit sur ce plateau et pendant cette conférence. Merci à tous les trois d'avoir été mes invités. Pour suivre ces images et les revoir peut-être, je vous donne rendez-vous sur www.otv.re et je vous souhaite une très très bonne fin de journée.